Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 51e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard en compagnie de la carte de la mode, hein, parce que nouveau look un peu aujourd'hui, Pierre. J'étais avec Pierre Castonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, c'est l'été un peu quand même, fait que je t'habille en conséquence. Là, c'est sûr que je suis dans mon bureau, j'ai fermé le rideau pour que l'éclairage ne soit pas inégal. Tu sais, mettons qu'on enregistre pendant 4 heures, là, le soleil va se coucher, puis là, à l'audio, je sais que ça fait une grosse différence quand même, le soleil et tout ça. Bref, ouais, ça va bien. J'essaie de survivre présentement parce que j'ai brunché ce matin chez mon frère. Ma mère est en ville, elle est venue visiter... Elle est venue voir des amis, elle est venue voir de la famille. Ben, voir la famille. Moi et mon frère, finalement. Là. Puis, on a brunché. Moi, dans la vie, je mange beaucoup moins de viande rouge que je n'ai déjà mangé. J'essaie d'en manger moins, de la viande rouge. Et ce matin, je me suis bourré la face dans le bacon. Je roule. C'est ça. Je ferai un petit dodo, là. Ok, bon, parfait. Il va y avoir des petits... pour ceux qui ont accès à l'option... odeur là, du podcast, ouais. Peut-être avoir des petites odeurs de bacon. Les sommeliers de la lutte Odorama. C'est ça, quand on va sortir un Patreon, il va y avoir là, un palier où vous allez avoir l'odeur de nos bureaux respectifs. Non. Très cool, hein? Moi, de mon bord, ça a été ben des shows dans la dernière semaine. J'avais parlé la semaine dernière, là, tu sais, fait que c'était une semaine quand même occupée en spectacle. Fait entre autres, première partie, mon ami Danae, avec qui... Il y avait des différentes soirées d'humour. Il faisait son spectacle solo. Je pense qu'il. En tout cas, je pense qu'il est à la fin, mais si vous êtes tout le temps, il n'y a pas assez d'humoristes qui parlent du sujet de l'environnement ou des humoristes qui font des numéros spécifiquement écolos. Je vous conseille, Danae au Beaulieu. C'est pas mal ça son créneau. Il fait juste des gags puis des numéros sur l'environnement. Sans être moralisateur non plus. Là. Il est très drôle. C'est ça, c'est très le fun. C'est son angle à lui. Puis c'est sûr, il parle d'écologie. Fait que des fois, c'est un peu plus lourd comme sujet, mais il réussit toujours à aller trouver le niaiseux, le drôle, le comique, l'absurde dans tous ces angles, dans tous ces sujets qu'il a apportés. Fait que oui, je le conseille. Exact. Ouais, vraiment. Puis si vous êtes plus dans le mode je préfère rester dans le déni sur ces sujets-là, peut-être pas le meilleur humoriste. non. Mais si vous êtes comme je suis conscient que ça l'arrive, puis j'aimerais ça en rire un peu, mais là c'est mieux pour vous. Je vous conseille plus votre style d'humour. Fait que ça pour un parti, c'est le fun. C'est une nouvelles blagues également en lien avec l'environnement. Fait que très content, ça a bien fonctionné. Nice. Et sinon, une note un peu plus triste, hein, il y a mon oncle Jacques qui était quand même assez âgé, mais qui nous a malheureusement quittés. Fait que, on le salue s'il nous écoute à travers les podcasts de l'autre bord d'énergie. Oui, les ondes ils ont Apple Podcast, l'autre bord. Ça semble qu'ils ont Apple Podcast. Pas mal certain. En tout cas, on est partout. Fait que si on pas Apple Podcast, c'est pas mal sûr qu'ils ont la plateforme l'autre bord. Mais c'est ça, c'est un oncle qui m'a tout le temps encouragé dans les projets artistiques. Et là, malheureusement, décédé suite d'un cancer au cerveau. Donc, on le salue. De ma part et de toute la part, certains de tous les auditeurs, c'est nos condoléances, nos sympathies. Je sais jamais c'est lequel des deux, mais on va dire les deux, Maxime, en espérant. C'est condoléances, le bon. Condoléances, sympathie, c'est anglicisme un peu, mais ouais, c'est ça. Merci. Mais j'ai eu la chance, vu qu'on l'avait su un peu d'avance, d'aller le voir dans les derniers temps. Ok, tant mieux. Faire un bon talk, là, tu sais, de merci. Fait que... Être capable d'aller avoir du lait, hey, le mot en anglais. Peu importe. Mais surtout, c'est ça. Avoir un closure. Exactement. Exactement. Puis de faire un... de permettre de dire les choses une fois que la personne est encore en vie. Là, de la remercier quand elle est encore là. Il n'y a rien qui reste là, en dedans. Puis que tu fais j'aurais donc dû... Il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Ça allège le deuil. Parce que le deuil est quand même là, mais ça allège quand même. Ça aide à passer au travers, à passer par-dessus. Mais ça reste toujours une cicatrice qui va toujours rester quand même, là, les deuils. C'est certain. Ouais, vraiment. Puis surtout, les trucs de famille, c'est des gens qui ont été plus importants quand tu étais jeune, mais que tu vieillis, tu deviens un adulte, fait que tu croises un petit peu moins. Fait que d'aller les remercier pour ces années de jeunesse-là. Même si ça fait quelques années que t'es moins en contact avec eux. C'est tout le fun. Mais l'épisode d'aujourd'hui, c'est notre épisode régulier, retour sur la dernière semaine du 20 au 25 mai. Et on va commencer ça. Il y avait quelques trucs là, cette semaine quand même, mais on va commencer ça comme
chaque épisode avec les petites chroniques un peu plus rapides. Hein? Et on commence de mon côté avec Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, à la chronique, hein, je vous le rappelle, le but, c'est quoi? C'est de décider qui, entre 3 lutteurs, on décide de pousser, on décide d'enterrer, et qui, on change sa gimmick, on change son personnage. Et là, je fais une petite version nostalgie cette semaine. Okay. Fait que là, on est on n'est pas actuel. On se remet à l'époque de 2008. Toi, t'écoutais pas la lutte. Je vais quand même t'expliquer un peu c'est qui ces gens-là étaient dans quelles histoires, exactement. Parfait. Donc, j'ai les top stars de la WWE à cette époque-là, en 2008, mais qui sont encore actifs aujourd'hui. Oh, belle twist! C'est des gens qu'on voit encore 15 ans plus tard. Donc, tout d'abord, on a Edge, Adam Copeland. Mm-hmm. Edge, pendant ces années-là, il était dans la Familia avec Vicky Guerrero. Il sortait avec Vicky Guerrero, kayfabe, et il s'en servait d'elle parce qu'elle était au pouvoir, elle était directrice générale. Il se servait un peu d'elle pour se donner des droits de ceinture, puis des matchs de championnat, puis tout ça. Et il y avait également ces Edgeheads, fait que des gens qui avaient le même look que lui, fait qu'il a décidé de l'appeler les Edgeheads. Et c'était Kurt Hawkins et Zack Ryder qui avaient les cheveux longs, les deux à l'époque, qui étaient avec lui. Et au courant de cette année 2008, il a tourné contre... tourné heel ou tourné... En tout cas, c'était pas clair, là, parce que Vicky, c'est un personnage et tout un peu. Mais il l'a pitché en bas, elle était en chaise roulante. Fait que c'était comme un peu un turn heel. Oui. Comme pitché en bas. Puis... je vois les images. Il a comme assumé le fait qu'il l'utilisait d'elle. Il l'utilisait. Quand même eu deux titres de champion mondial cette année-là. En deux moments différents. Fait que c'est une année quand même où il y a eu beaucoup de changements de ceinture là, à WWE. Okay. Fait que, il y a quelques personnes. Prochaine personne qui est dans ce push changement de gimmick, on a Chris Jericho. Mm-hmm. La version Chris Jericho, cheveux courts. En début d'année, il était un peu plus perdu dans le mid-card. Il avait la ceinture intercontinentale qu'il a gardée lors de Mania. Cependant, le gros de son règne de 2008, c'était la fameuse histoire promo qu'il a commencé à faire contre Shawn Michaels, où il a littéralement pris Shawn Michaels, le pitché dans un truc de vitre, genre de panneau qui faisait son Chris Jericho show. Et ça a des blessures à l'œil de Shawn Michaels. On a joué là-dessus. Fait qu'un turn heel de Chris Jericho qui commence un peu plus gentil l'année, il finit un peu plus méchant, clairement. Lui également, un règne intercontinental et 2 règnes de champion du monde. Donc, 2 petits co-règnes, un en septembre, un en novembre. 2 co-règnes un peu de transition dans cette histoire-là avec Shawn Michaels. Donc, c'était Chris Jericho cette année-là. Et finalement, on a Randy Orton, qui a débuté l'année champion et qui l'a gardé, mettons, il a commencé en octobre, il a gardé 200 jours de 2007, 200 jours en début d'année 2000. Il a perdu à Backlash. Par la suite, une espèce de petite rivalité pour tenter de la ramener, la ceinture, mais ça ne fonctionne pas. Se blesse à la clavicule, sort quelques mois, revient en novembre avec son clan, son nouveau clan de Legacy. Qui avait Cody Rhodes ainsi que Ted DiBiase. Et 2009, évidemment, on a déjà couvert cette histoire-là. Vous allez voir notre chronique, mais la rivalité entre Triple H et Randy Orton, entourant la famille McMahon. C'est moi une de mes rivalités préférées, mais on est avant ce truc-là en 2008. Un règne de champion en début d'année, mais par la suite, c'était tout. Il y a eu une blessure qui a mis fin un peu à tout ça. Donc, qui, entre ces trois-là, de cette année-là, qui tu pousses, qui t'enterre, puis qui tu changes de gimmick entre ces trois-là? Pour moi, je crois que c'est super évident. Je bury Randy Orton. Il a été champion une grosse partie de l'année. T'es blessé, retourne chez vous, va te reposer. Au pire, même si t'es bon pour revenir au jeu, j'allais pas dire revenir sur le ring, ça dérange pas. Tu reviendras l'année d'après. Mais tu vois, là-dessus, j'embarque tout de suite parce que moi aussi, je me mets Randy Orton. Parce que aussi, son règne de champion, c'était pas le fun, c'était plate. C'est un Randy Orton qui aimait pas ça. Qui était, tu sais, les Randy Orton. Le Randy, ça ne tente pas d'être là. Un peu blasé. Il tournait autour de. Moi, j'ai pas aimé ce run-là de champion de Randy Orton. Fait que moi, je le bury à cause de ça. Je trouvais que en plus, c'était pas une belle version de Randy. Fait que. Good. Avec la blessure, ben, ça justifie encore plus. Puis la fin de l'année avec Legacy, je trouvais que c'était beaucoup mieux. Fait que. Cool. Ben, donc, on bury Randy Orton. Moi, je vais. Mon Dieu, je vais pousser Chris Jericho. Je pense que peu importe ce que tu vas donner à Chris,
il va être capable de bien donner, il va être capable de rebondir, il va être capable d'apporter ça à un autre niveau. Et Edge, j'ai vu des clips de cette gimmick-là que Edge faisait, et ça m'a pas collé. Fait que moi, je pense que je change de gimmick pour Edge. Donc, au lieu de tourner contre Vicky, je sais pas où il tourne contre Vicky, puis il change complètement, il va ailleurs. Donc, on change de gimmick pour Edge et on pousse Chris Jericho de mon côté. Parfait. Ben, écoute, on est 100% d'accord. Moi aussi, je push Chris Jericho. Je trouvais qu'il méritait mieux dans cette période-là. Il était un petit peu mid-card. Heureusement, sa rivalité avec Shawn Michaels l'a ramené au devant, à l'avant-plan, si on veut, de la carte et dans le haut de la carte. Mais je trouvais qu'il méritait vraiment bien. Surtout son règne en tout cas, le nouveau Chris Jericho cheveux courts, je l'aimais beaucoup. C'était comme un genre de méchant, mais différent, un peu plus contemporain de ces années-là. Je vois sa ligne comme il est capable de faire. C'est ça. J'aimais beaucoup ça. Je pense que je l'aurais peut-être même mis à la place d'un Orton au niveau du champion. Je pense qu'il défendait mieux. Surtout qu'Orton, ce qu'il nous présentait, c'était pas très le fun. Ouais. Et je change évidemment la gimmick de Edge. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'on était en plein milieu du PG era. Donc, du côté où il faut qu'on soit familial, que ce soit gentil, tout ce qui se passe. Et là, t'as un Edge qui a quand même une gimmick qui se prête mieux à une attitude, à l'air attitude. Où on peut être plus méchant, mais qui est restreint par ce qu'on doit présenter, qui est familial. Fait qu'on pousse pas où on devrait pousser ce personnage-là. Il peut pas se rendre au bout de ce personnage-là. Exact. Il y a une contrainte. On sent qu'il est retenu par quelque chose qu'on comprend pas. Là. Exact. Fait que tu sais, il est comme un personnage qui est supposé être vilain, mais dans une gimmick où tout est super gentil et un peu absurde ou cartoon de ces années-là. Fait que moi, je changerais au complet sa gimmick. Je pense que le côté... C'était une bonne idée, mais c'était pas une bonne idée pour cette époque-là. C'était peut-être une bonne idée aujourd'hui ou une bonne idée dans l'Attitude Era, mais pas dans cette époque-là. Je pense le côté des Edge, je l'aurais peut-être plus mis de l'avant plutôt que d'y aller du côté de la Familia. Okay. Mais si on y va dans un changement de gimmick clair pour fitter aussi dans ce style-là, peut-être j'aurais ramené plutôt le Edge Spooky qui aimait, il était comme dans sa run de Edge avec les cheveux longs un peu opportuniste. Moi j'aurais peut-être ramené plutôt que maintenant on le voit un peu plus, là, mais le Edge qui descendait de vampire et de tout ça. Ce qu'on est en train de redécouvrir présentement. Là. Exact. Puis qu'on a eu aussi avec Judgment Day, entre autres. Oui, absolument. Judgment Day. Mais tu sais, un personnage, je pense, comme ça, fitterait mieux ou aurait été plus facile à jouer avec le contexte de l'époque. On était PG. Fait qu'avoir plus des sorts, des trucs surnaturels. Puis il aurait pu transformer aussi ses Edgehead en version de lui, mais genre petit vampire. Fait que recréer ce qu'on avait avec son clan à l'époque avec Christian, mais que maintenant lui il est en lead. Évidemment, c'était Kurt. C'est ça. Fait que c'était Kurt Angle puis Zack Ryder qui ont toujours été un peu low card, mid card. Ça aurait leur permis de s'élever un petit peu plus parce qu'ils étaient vraiment genre des chairs à canon pour Edge. Là, avec son personnage, genre, il les envoyait se faire détruire puis manger des finishers dans la face pour lui qu'il l'aille pas. Et là, par la suite, la Familia servait également un peu de cette manière-là aussi, mais exact, de se faufiler. Fait que c'était très le Edge opportuniste, le Ultimate Opportunist. Fait que, moi je vois aussi. Changement de gimmick Edge, Chris Jericho, on le pousse, Randy Orton, on l'enterre. Vous, dites-nous-le en commentaire, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en charge en 2008 et que ces trois superstars-là, vous pourriez décider de leur destinée, qui vous poussez, qui vous enterrez et qui vous changez de personnage. On veut vous lire en bas. Et on enchaîne ça avec ta chronique, Pierre, la chronique qui le fait mieux. Cette semaine, à la chronique qui le fait mieux. J'ai une petite variante là, dans les tons. Une entrée, oui. En fait, entrée en matière parce que je parle d'entrée badass de dames de lutte féminine. Donc, l'entrée badass. Qui a l'entrée la plus badass entre ces trois lutteuses? Je vous nomme les lutteuses et vous décidez entre qui de ces trois lutteuses ont l'entrée la plus badass. Donc, entre Jade Cargill, Charlotte Flair ou Rhea Ripley, qui, d'après vous, dans l'entrée la plus badass, qui le fait mieux? Trop bon choix, trop madame, hein, badass aussi. Là, ouais, ben exactement. Dans le ring. Exactement. Écoute,
et vu que c'est le terme badass qui est l'adjectif, je pense que j'ai enlevé Charlotte Flair. Je pense que Charlotte Flair, c'est très à haut déploiement. Surtout sa version où elle arrivait un peu avec un pan, là, tu sais. Maintenant, elle fait moins, mais surtout que ça revenait très... plus glamour que badass. Exact, c'était plus... un peu plus fin comme entrée. Jade et Rhea, c'est deux styles différents. Je pense que je préfère Rhea Ripley, moi, de mon côté. Avec la musique, avec les tout, quand elle fait son coup, son pied à terre, avec comme un pop! Des feux d'artifice qui partent. Je pense que ça look avec un peu le côté gothique qu'elle amène, quand elle avait la ceinture aussi, avant qu'elle la perde, avant qu'elle se blesse. Ça lookait bien. Cependant, c'est ça. Jade, ça look aussi, mais plus côté muscle puis côté genre impressionnant. Je vais y aller avec Rhea Ripley, moi, de mon côté. Parfait. Ouais. Moi, je vais y aller avec Jade Cargill parce que badass, le terme badass peut être twisté. On peut jouer avec les mots, la langue française est fantastique, surtout que badass, c'est de l'anglais. Donc, moi, je vais aller avec Jade Cargill parce que je trouve tout au complet est badass. La toune est badass, le petit solo de guitare qui fit avec l'aura de la personne. Là, il y a un petit peu de neige qui tombe là, parce que The Storm is coming. Puis la pose, la prestance, le charisme, l'éclairage, tout ça, c'est plus posé, c'est moins... La chute de lumière qui traverse. Exactement. Rhea Ripley, c'est la représentation exacte du terme badass. Tandis que Jade Cargill, c'est un peu plus posé, mais c'est un badass différent. Fait que moi, ça vient jouer plus avec mon imaginaire de ce que je trouve peut être impressionnant ou quote-unquote badass dans une entrée. Fait que pour moi, je vais y aller avec Jade Cargill. Vous, d'après vous, dans les commentaires, vous pouvez nous dire qui le fait mieux entre Jade Cargill, Charlotte Flair, Rhea Ripley, ou même quelqu'un qu'on n'a pas pensé. Si vous trouvez que Becky Lynch, son entrée, elle est badass, parce que oui, l'entrée de Becky Lynch est quand même badass. Vous pouvez aussi nous l'indiquer si on n'a pas pensé. On a pensé à quelqu'un, on n'a pas pensé à quelqu'un que vous trouvez qui bat tous ces gens-là. Ben, laissez-nous savoir. Des fois, on est super bon, mais on n'est pas parfait. Fait qu'on peut oublier. On a peut-être oublié, c'est ça? Absolument. On n'est pas parfait, malheureusement. On n'est pas loin. Mais on est quand même pas parfait. Avant que tu prennes la balle au bon et qu'on s'enligne tout de suite dans les dégustations de la semaine, j'aimerais quand même porter attention. On a eu des commentaires du public cette semaine. C'est moi qui prends charge de ça parce que le commentaire du public, ça t'implique un peu. Et c'est Elisabeth Picard, qu'on a déjà reçue ici comme invitée, qui nous dit tout simplement excellente rétrospective de Eddie contre Ray de l'épisode 48 que tu t'as fait avec moi et Jean Aroussi, qu'on a reçu aussi comme invité. Donc, Elisabeth Picard, qui te lance des fleurs. Maxime, c'était une excellente rétrospective. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé aussi cet épisode-là et toute la belle rétrospective de cette histoire qui était fucking sans bon sens. Ah ouais, puis en tout cas, il y aura une suite à cette histoire-là parce que ce n'était que la partie 1 de Dominique Mysterio. Mais on va poursuivre en focusant sur Dominique et la suite des choses. Fait que, je vous le dis, check ça dans les prochaines semaines. Je suis en train de monter ça, mon nouveau fichier là, sur la suite de la carrière de Dominique. Fait que, petit teaser pour la suite. Mais également, si jamais vous l'avez pas écouté cet épisode-là et que là vous nous entendez, ben n'hésitez pas à aller le voir. On le sort en clip. Aussi. Vous pouvez aller voir ce petit segment-là. Et avec la rétrospective justement de cette semaine, la dégustation de la semaine, j'ai comme l'impression qu'on pourrait revoir dans un futur plus ou moins proche un deuxième match où Dominique Mysterio serait la chose à gagner de ce match-là. Ça, c'est alors, je pense que vous voyez venir où je m'en vais, mais on va revenir plus tard quand on sera rendu à ce moment-là. Mais il s'est passé des choses cette semaine, puis j'étais comme, hey, ça serait très intelligent de la part de WWE de ramener un match où l'enjeu est Dominique Mysterio pour une deuxième fois dans sa carrière. Mais on va commencer ça avec le Raw du 13 mai 2024. Moi, j'ai quand même aimé ça. C'était un bon Raw. J'ai bien aimé ça. On a eu d'abord le match Sami Zayn contre Chad Gable. Et un bon match. C'est un bon match, mais qui était comme perdu. J'ai l'impression. Le public se concentrait beaucoup sur ce qui se passait autour du ring. L'histoire entourant Alpha Academy, Chad Gable, Otis, tout ça. Et ça a été également joué dans la storyline de ce match-là parce que à 2-3 moments, Gable s'arrange pour avoir
L'arbitre le regarde, tout ça, il demande à Maxine de venir frapper. Elle le fait pas. Elle le fait Demande pas. à Tozawa. Il le fait pas. Demande, là, il est fâché contre les deux. Il est pas content. Pourri, vous êtes du bois mort dans Alpha Academy. Fait que là, il fait un move que je trouve quand même drôle parce qu'il l'a fait très gros à l'arbitre, là, tu sais. Fait qu'il fait vous deux, Dawa! C'est comme le frais d'une arbitre. Ouais. Fait que ça, c'est quand même drôle, c'est très comédie. Puis ensuite, ben, Otis, il demande également de faire ça. Et Otis, il hésite. Et puis, pauvre gars. Une claque d'en face, un autre claque. Une deuxième grosse claque d'en face, là. Vraiment. Et là, le public est pas content. T'entends des gens qui sont comme fâchés contre lui. Mais Otis réussit, fait une corde à linge dans le coin avec Zayn à faire son Aluva kick. Et Chad Gable remporte le match. Ouais. Pas clean, mais remporte le match quand même. Et on a par la suite, c'est la première fois que j'entendais ça, tu sais, dans la musique de Chad. On commençait à faire comme on a déjà fait avec Kurt Angle. You suck. Mais là, ça sonnait sur sa version à lui de sa chanson. Mais c'est la première fois que j'entendais ça. On mettait You Suck, que la foule le scandait. Qui est clairement clairement, pas juste clairement, là, c'est une allusion à Kurt Angle et une grosse allusion. Ce qu'il lui était dit, là. Ouais, puis t'as-tu des choses sinon dans le match avant qu'on aille sur Ah non, c'est tout ce que c'est. T'as eu quelques belles petites séquences, mais rien de plus, parce que justement, ce match-là était pour mousser l'histoire qu'on nous raconte avec Gable et Alpha Academy. Fait que rien de plus. Merci à Sami Zayn de se prêter au jeu, parce que pour lui, ça donne... Parce que techniquement, le match était bon aussi. C'est pas le focus de ce match-là. Voilà, exactement. Fait que versus, mettons, la version qu'ils ont faite à Montréal, là, elle était vraiment plus axée sur le côté technique et le côté... Là, vois-tu, moi j'écoute, je vous mentirai pas, là, moi j'écoute ma lutte quand même en skippant, pas en skippant des bouts, mais en écoutant en faisant autre chose et des fois en accéléré. Donc j'ai manqué la promo avec Creed Brother et Gable. Oui, mais en fait, c'était très subtil. Okay. Ça passait vite, là. Oui, en fait, c'était comme un début. On arrivait avec la caméra, avec Otis et l'équipe d'Alpha Academy qui venait voir Chad Gable, un peu un débrief d'après-match. Et Chad Gable, il parlait aux Creed Brothers. Il était très gentil avec eux. Il remerciait. Il flattait dans le bon sens du poil. Ouais, mais tu sais, il avait l'air ami. Avec eux. Et là, il se retourne, puis là, il y a Otis qui est là, puis là, il fait comme... Hey Otis, quand même, merci de l'avoir fait, tout ça. Mais tu sais, il tombe un peu plus sérieux, puis les deux autres, il est fâché. Et on a eu également, là, on parlera pas de ce match-là, c'était pas mémorable, mais plus tard, dans la carte, on a eu Maxine qui était en team avec la troisième... la troisième membre de Creed Brothers, là, qui est... Eva Nile. Ouais, c'est ça. Ivy Nile. Ivy Nile, désolé. Et là, je sais pas si t'as remarqué, mais il avait pas l'air sur la même longueur d'onde. Maxine, à quelques moments, elle essayait de faire des high-five. Ivy Nile restait froide un peu face à ça. L'impression qu'on commence à semer des petites graines de Chad Gable va peut-être décider de dire merci, le bois mort de l'autre côté, Alpha Academy, on va rentrer des nouveaux membres. Une nouvelle cohorte pour l'Académie Alpha, là? Ben, moi, je pense que oui, puis il y aura peut-être une petite histoire entre l'ancienne cohorte et la nouvelle cohorte qui vont se faire. Et ça pourrait peut-être aussi légitimer Otis dans un rôle de low card, mais plus... C'est lui qui deviendrait un peu chef, le leader de ce trio-là, finalement. Là. Exact, et qui vont peut-être continuer leur ascension. Et versus de l'autre côté, ben, on a tous des bons lutteurs lutte, mais très green quand même devant la caméra, avec les Creed Brothers puis Ivy Nile. Fait que je pense que ça serait payant des deux côtés, puis ça l'entourerait Chad Gable d'un clan, un peu à la Kurt Angle quand il avait fait son clan de lutteurs lutte. C'est un peu ça qu'on souhaitait avec Chad Gable dans toutes ces dernières années. On espérait toujours qu'il y ait un clan qui n'était pas comédie à la Alpha Academy, mais qui était légitimement bon dans le ring, parce que lui, il est très bon dans le ring. Puis on s'entend, à NXT, les Creed Brothers, et je crois que c'était Ivy Nile, était avec Roderick Strong, qui était Diamond Mine. Fait qu'il y a déjà cette essence-là de stable qui existe, avec un leader qui a un peu plus d'expérience, qu'il avait fait dans le temps avec Strong. Fait que ça existe, tout ça, cette aura-là existe là, avec les gars. Exact. Et on a la nouvelle catchphrase de Chad Gable qui est il aime ça quand les gens qui l'entourent ils disent faut que tu gagnes. Comment? No matter what. Quoi qu'il arrive, faut que je gagne.
No matter. Tu sais, le petit côté méchant. Ouais. Le côté méchant. Oui, parce moi, que je suis juste- rendu un heel. Chouche, c'est pas... Chouche, c'est plus là. C'est plus là. C'est plus ça. C'est plus ça qui est hip avec les jeunes. Mais bien aimé tout ça. Fait que les promos après, le match, tout ça, je trouve que c'est bien construit. On met bien de l'avant Chad Gable en ce moment. J'ai encore une toute petite crainte que ça tombe un peu trop dans le comédie. Mais là, quand j'ai vu que Creed Brother rentrait dans l'histoire, je me suis dit, oh, peut-être qu'on a de l'espoir. C'est peut-être pour ça qu'on les voit moins de ce temps-là, là, qui sont un peu plus reculés, là, qui sont plus mis de l'avant. On les a présentés, on les a retirés pour mieux les remettre dans une histoire avec Monsieur Gable. J'aime tout ça. On va voir si mon nez est bon là-dessus. Si je comprends bien ce que Triple H me dit comme message. T'es sur une belle lancée, on va le voir. À date, je frappe bien au bâton parce qu'on va y depuis- revenir. Il y avait quelque chose avec Calais sur Liv Morgan. Assez bien été, ça. Depuis 3-4 mois, là, ta moyenne au bâton là, est au-dessus de 500. là, ça, c'est certain. Faudrait ça, c'est certain. Ben, au début, c'était tough parce que je comprenais pas. Je vais te donner l'opportunité de faire d'autres stats. Calice. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Au début, on a passé de l'ère de Vince à l'ère de Paul. Puis l'ère de Paul, au début, comprenait pas trop. C'est ça, là. Signaux. S'habituer. Mais là, on dirait c'est ça. Paul, il est très subtil, mais il installe des petites choses ici et là qui vont payer dans 2-3 mois. Yep. Et là, j'ai compris ce qu'il fait un peu, Paul. Alors que Vince, il était un peu plus genre. Comme premier degré, puis ça va être ça. C'est ça. Fait que si je mets quelqu'un qui est très musclé parce que dans pas long, il va être poussé. Fait que... Ouais, exactement. Paul est plus subtil dans sa manière de disons faire. que ce que Bronson Reed est en train de faire présentement, là, disons. Exactement. Parce que ça reste un peu ça pareil. Dans la catégorie des gens qui sont poussés et que on le sait, on le sent, puis ça paraît. Surprenant, ça. Valkyria qui part d'NXT, que les gens connaissent pas, les gens qui regardent pas NXT, puis Tabaslack abat Io Sky qui était championne il y a pas plus de 2 mois passés. Incroyable. Il y a pas longtemps, là, Io Sky. Et puis là, moi, deuxième surprise, on met une vignette, mon gars, hyper belle de Io Sky. Un truc repackagé dans l'eau. Et on filme en dessous de l'eau. J'étais comme tabarouette. On met le paquet là, pour Io Sky. Tu sais, Lyra, belle petite run jusque-là, mais on va y aller avec Io, peut-être même gagner, là, tu sais, la reine de la lutte. Mais tabarouette, excellent match féminin. Là, vraiment bon. On a sorti, là, entre autres, là, la soumission de Lyra, où elle tient un peu comme un, je sais pas trop, une genre de balançoire, là, son adversaire, par les jambes et les pieds, puis elle balance ça. C'est une soumission, selon moi, là, que... surtout, il y a beaucoup de petites filles là, dans le roster de la WWE qui sont capables de faire à une bonne partie du roster qui est plus sur la shape petite. On l'a pas fait la soumission. Elle n'a pas gagné cette soumission-là, mais je pense que ça a le potentiel d'être une soumission gagnante. Là. Moi, je trouvais ça super impressionnant. On s'entend Io Sky dans le ring, ça n'a jamais été sa faiblesse. Là, non, et Lyra, surprenamment très bonne pour la suivre. C'était fluide, c'était naturel, belle chimie, les deux se comprenaient, c'était vraiment là, vraiment un très beau match. C'est dans mes matchs de la semaine, puis il y a eu de la bonne lutte. Fait que, puis c'était beaucoup de souplexes qui se font, puis qu'on atterrit, puis on fait un bridge après, des souplexes de la troisième, pour vrai, là, excellent match. Très belle vitrine. Conseil, là. Très belle vitrine pour Lyra qui est le futur, là, présentement. Vraiment, et avec la manière qu'on a construit ce Raw-là, hyper surprenant, la victoire à la fin. C'était excellent. Moi, c'était une belle construction de A à Z pour que justement le public soit hypé puis vendre quelqu'un qui vient d'arriver. Clairement, c'est celle qui a le ballon là, en ce moment de toutes celles de NXT qui ont monté. Je trouve que Carmelo Hayes est quand même placé dans une position favorable, mais je trouve qu'il livre pas aussi bien que ce que Lyra Valkyria a fait. Je suis d'accord. Carmelo Hayes qui a fait un heel turn ou qui est rendu méchant, là, que j'ai pas compris nécessairement. Bref, je pense même pas qu'on va en reparler tantôt, là, c'est pour ça que je le souligne là, mais bref. Non. Fait que, bizarre, Carmelo Hayes, plus dur à suivre un petit peu, tandis que Lyra, c'est clair. On a vu. Très clair. Ça s'est fini un peu. Son histoire de Cendrillon s'est fini un peu écrasé sous quelqu'un, mais ça, regarde. Ça arrive là. Mais en même temps, très bien paru dans les 3 dernières semaines. Fait que moi, je pense qu'on l'a bien installé quand même, malgré qu'on va y venir. Ensuite, la dernière chose qu'on a bien apprécié de cette Raw-là, c'est la promo entre Becky et Liv Morgan qui moussait un peu leur match qu'elle allait avoir durant le week-end. On commence avec un classique Becky Lynch, fait un peu de cheap pop, tout ça. Avec son entrée badass.
Son entrée badass, c'est très, très. Elle est aimée, elle est over. Oui. Et là, t'as Liv Morgan qui arrive. Et une Liv Morgan qui a une belle intensité, bien aimé ça. Et qui répondait au public, improvisait bien avec les réactions de la foule, qui disait what, pis était comme. Quoi, vous entendez pas? Ben, c'est parce que vous avez toutes vos têtes dans le cul de Becky. Puis là, ça a fait décrocher Becky qui était sur le ring. Moi, ça me fait toujours rire quand il se pogne au micro, pis dans une, il dit, t'as dit un bon gars. C'est une bonne ligne, ouais, c'est ça. On a également, là ça c'est très sommelier, là, ma remarque, mais Becky, elle a fait une remarque au fait que ça faisait longtemps que Liv était à la WWE, elle n'avait jamais vraiment eu sa chance, et ça, c'est exactement la même construction qu'on a fait la première fois que Liv a remporté la ceinture, et par la suite elle s'est blessée, c'était contre Becky, et c'était la même ligne que Becky avait dit à l'époque. Il semblait que ça sonnait une cloche dans ma tête. Et là, on est après, évidemment, on sait ce qui s'est passé, mais moi, dès le lundi, j'étais comme, oh, même écriture que la dernière fois on s'est affronté pour la ceinture, où genre, on sentait une Becky qui veut comme élever une Liv en disant ça. Qui a peut-être pas réussi à le faire comme elle aurait voulu parce que Liv s'est blessée par la suite dans la première ronde. Fait que là, elle veut se reprendre. Exact. Fait que j'ai l'impression que là, la première fois, ça a comme, tu sais, on a brisé le momentum de Liv avec une blessure. Donc, elle a dû perdre la ceinture. Et là, bon, la vie fait que Rhea se blesse et que là, on est quand même qu'on va remettre cette même histoire, on l'installe de la même manière, les mêmes deux athlètes qui s'affrontent. Et, tu sais, j'avais calé, moi, je trouvais que le fait de mettre Becky championne, ça légitimait plus la ceinture pour une Liv qui la gagne. Et tabarouette, c'est un peu ça qui s'est passé. Et j'ai bien aimé aussi la fin de cette promo-là où Liv est comme, ah ouais, tu veux te battre? Puis comme, let's go, on se bat. La foule là-dedans, yes sir. Ah ouais, tu veux te battre? Elle s'en va, va pour monter dans le ring, et finalement, non, elle recule, elle fait, t'es-tu conne? Jamais j'aurais été me battre en ce moment, elle rit de la foule qui rentre. Mais tu sais, Liv qui te sentait, était bonne, elle était très bonne, méchante. Fait que j'ai bien aimé ça, puis ensuite, ben, Becky qui reprend le micro pour terminer cette promo-là en Becky badass, très intense dans son micro. Drop le mic à la fin. C'est bien construit. Tout était bon. Tous les éléments. Tout le monde jouait son rôle à merveille. On installe très fortement en haut de la carte des méchants une Liv Morgan. Et ça, j'aime bien ça. Malade. J'adorais ça aussi. Petite question qui est un peu qui sert un peu à rien, mais je suis toujours curieux de savoir ton idée là-dessus. Est-ce que tu penses que si Rhea ne s'était pas blessée, c'est Liv qui lui aurait enlevé la ceinture d'une manière ou d'une autre? Je ne crois pas, moi, personnellement. Moi, je crois qu'on aurait été Rhea long terme. Je pense que Liv aurait été cependant dans la même histoire, semblable, mais n'aurait pas réussi à capitaliser de cette manière-là. Mais pour vrai, j'ai l'impression que cette blessure-là, ça va être un blessing in disguise. Là, donc, ouais. Mais pour toutes. Je pense pour la lutte, là, j'ai l'impression qu'on va... Au retour de Rhea, ça va être bon. C'est bon pour Liv. Oui, parce que tout plein de monde va s'être surélevé, fait que tout le monde va se retrouver sur un certain palier où Rhea était toute seule depuis un an, là, finalement. Puis je trouvais, moi, Rhea, justement, il manquait un petit quelque chose à travers tout son règne où elle était trop dominante. C'est ça. Et là, on avait perdu un peu le côté... C'était le fun qui était dominante. Je pense que c'était bien pour l'installer, mais... on perdait quelques trucs. Fait le fait que cette blessure-là arrive, ben, c'est un peu une bénédiction déguisée parce que ben, c'est ça, ça permet de mettre d'autres têtes d'affiche et de réécrire des histoires un peu différentes. Et moi, j'aime bien ça, ce qu'on nous présente présentement au top de cette division féminine-là. Donc, fait que ça fait le tour de ce Raw du 13 mai. Dites-nous dans les commentaires. Je dis 13 mai, c'est pas 13 mai, pardon, c'est le 20 mai. Raw du 20 mai 2024. Fait que dites-nous dans les commentaires. Comment vous avez trouvé ça, vous, ce Raw-là? On enchaîne ensuite avec le Dynamite du 22 mai. Donc, quelques jours plus tard, on a eu en tout cas, des deux shows, moi j'ai vraiment trouvé faible Collision cette semaine. Oui, Collision, j'ai pas aimé grand-chose. Dynamite, par exemple, puis c'est ça qui est mon un peu mon motto de Dynamite, ou un peu mon titre principal pour Dynamite de cette semaine. Ça m'a hypé pour le pay-per-view. C'était vraiment... Ça a été bien écrit, ça a été bien fait, ça a été bien exécuté. J'ai vraiment aimé Dynamite presque d'un bout à l'autre parce que ça a commencé surtout avec notre Ospreay de la semaine qui est en équipe avec Orange Cassidy contre Roderick Strong et Trent. Donc,
Quoi de mieux pour hyper... Double histoire qui s'est construite. Exact. Tout ensemble, tout s'entrecroise super bien. Puis le match fonctionne. C'est un gros début violent, comme les gars sont capables de nous le donner. Ça met carte sur table. Là. Paclao, vous avez... on vous a construit ça. C'est ça que vous allez avoir. On comprend les dynamiques. On sait exactement où ça s'en va. Puis c'est 4 extrêmement bons workers. Fait qu'il y a des belles séquences. Le rythme est bon. Il n'y a pas de temps mort. Ah ouais, par là. Et Don Callis qui est au commentaire. Un Don Callis qui, à Collision, cette semaine, était très heel. Mais à Dynamite, était très face. Je trouve ça un peu mélangeant. Je crois que c'est voulu. Ouais. J'espère que c'est voulu. Si oui, j'haïs pas ça. Ça reste que... Je suis d'accord qu'il y a comme une double personnalité selon il est-tu avec Orange ou il est avec le reste de la Callis Family. C'est ça. Mais même à Collision, il est très méchant, mais j'ai l'impression qu'il couvrait comme qui tenait une porte ouverte pour peut-être être gentil, mais que la foule était vraiment pas dans cette. Ouais, même la promo avec John Moxley, la promo avec John Moxley était comme on est pareil, on est. Ouais. Je sais pas, mais pour vrai, je trouve ça moi aussi une petite confusion, surtout que c'est pas tout le monde qui suit l'entièreté du produit de la All Elite Wrestling qui suit assidûment. Fait que d'après moi, je trouve ça plus clair si t'as des trucs qui sont clairement méchants, clairement gentils. Là, t'as un Don Callis que c'est intriguant pourquoi il est un peu des deux bords en ce moment. Mais ça peut être mélangeant si tu ne pas le produit. C'est intriguant pour des sommeliers qui suivent le produit, puis qui l'écoutent assidûment, puis qui cherchent ces subtilités-là. Mais je comprends qu'il y a quelqu'un qui fait juste l'écouter pour l'écouter de temps en temps. Ça peut être fourrant. Ouais. Mais est-ce que Max a raison? Et c'est un face turn qui s'en vient? Peut-être. Juste noter aussi le finisher de Strong. Je sais pas, physiquement... Comme la métaphysique autour de ce que deux humains peuvent faire. Le finisher de Strong, à chaque fois, il me surprend. Je trouve ça violent. Puis, on s'entend là que ce soit Orange Cassidy ou que ce soit Will Ospreay qui prend ces deux lutteurs qui sont capables de bumper ce genre de finisher-là. Là. On s'entend ce genre de backbreaker. C'est un peu le même move que le lumbar check de Cedric Alexander. Ah, si, j'ai vu un clip. C'est Candice LeRae qui mange le lumbar check sur les Indies. Elle revole le Chris qui avant bien. Excusez, je viens d'avoir vraiment, j'ai l'image dans ma tête. Là. Allez trouver ça, allez voir ça. Je te l'enverrai. Max, puis c'est ça. Ça m'a hypé vraiment pour le pay-per-view. Ça a super bien commencé, le Dynamite. Vous l'entendez dans ma voix, là, je suis excité, je suis énervé. Nous, on enregistre, on est dimanche après-midi. Le pay-per-view est à soir, on l'a pas encore écouté. On brise la magie, mais tant pis. Je suis hype. Wouhou! Exact. Mais c'est vrai. Puis, tu sais, une fin aussi, là, on a vendu très babyface, là, Will, avec toute l'équipe du Undisputed Kingdom qui vient. Ils sont venus le péter. Il pétaille. Il y avait du sang. Ah ouais. Ça lookait quand même. Monsieur Strong qui était comme t'as pogneras pas ma ceinture. Ah, mais ça, quand tu dis ça, d'habitude, parce que tu vas te la faire voler, ta ceinture. On sait pas. Mais tu sais, moi je trouvais, c'est ça, tu sais, on n'a pas vu souvent encore Ospreay saigner. Fait que moi je trouvais que le sang rajoutait quelque chose à ce moment-là. C'est ça, là, ça rajoute quelque chose. Je suis d'accord. C'est pas dans son style de souvent. Tandis que Swerve qui saigne à cause de la photo, ça avait moins d'impact, même si on a... même si je comprends le callback avec ce qui s'est passé avec Wayne quelques mois plus tôt, mais ça reste que oui, je suis d'accord, l'impact du sang, là, c'est ça, l'exemple. Je trouvais que ça servait. Mettre des couleurs pour bien raconter l'histoire, je trouvais que là, c'était très bien fait. Exactement. Par la suite, il y a d'autres choses qu'on a aimées. Dans la mètre là, ça arrête pas là. Il y a le match entre Malakai Black et Kyle O'Reilly. Avec une feuille, j'ai hâte de voir on va y arriver, mais je te laisse faire le match avant. Le match a commencé, on a mis beaucoup d'emphase sur le fait que les deux sont d'extrêmement bons kickboxers, donc ils sont bons à faire du kickboxing. Ouais. Ça, c'est le fun, parce que c'était vraiment... Kick pour kick. Kick pour kick, on est capable de se défendre, on relance, on se défend, on relance. Il y a eu un gros jumping knee de la part de Black, direct dans la face de Cal, qui l'a comme fait tomber en dehors des cordes, puis comme tomber en dehors du ring, et on a été très WWE à ce moment-là, parce qu'on est parti à la pause. Et dès qu'on revient de la pause, on est passé comme à un autre stade dans le match, et on est rendu très, très technique. Puis j'ai vraiment aimé ça. Un peu, on change de rythme. OK, ça, on est égal. Kickboxing, parfait. Ben, on va essayer
c'est autre chose. Là, on s'en va plus quelque chose de technical. Et la deuxième, troisième tiers, plutôt, c'était vraiment lutte pour lutte, où on mélangeait de kickboxing, on mélangeait du technical, et c'est Black qui finit par avoir la victoire grâce à son anciennement Black Mask, je me souviens plus, je pense que c'est Dead End ou quelque chose comme ça, son genre de Roadhouse kick. Roadhouse! Et super kick sur le côté. Ouais, exactement. Donc, moi, j'ai bien aimé tout dans la portion des kicks, là, le fait qu'on bloquait des kicks avec des kicks. Ouais. Ça, là, je trouve. En tout cas, j'aime ça quand ils mettent ça en lutte. Genre, boum, je te bloque avec mon genou, puis pendant que tu me kicks dessus. Je trouvais ça impressionnant à faire. Mais oui, belle intensité. On s'entend que c'est ça. On dirait que Kyle, en ce moment, je le trouve un tantinet pris à travers. Le reste de la carte. Comme des fois, ça arrive souvent aux nouveaux lutteurs qui arrivent à WWE. Ils ont comme un début de run très, très rapide, là, où ils s'en allent rapidement vers une ceinture. Puis là, les comme, mettons, de leur semaine 3 à 15, ils sont pris dans le marasme de toutes les autres histoires. Fait que j'ai l'impression que Kyle, en ce moment, il est un peu dans ça. Il mériterait mieux, selon moi. Ils sont toujours des bons matchs. Il est constant. Moi, moi c'est un de mes préférés, là, vous le savez. Là. Fait que peu importe, je le trouve bon. Il raconte bien les histoires dans la lutte, mais ces histoires dans l'histoire qu'il racontait en dehors des matchs, des fois, c'est un peu plus pouette-pouette. Faut noter que Kyle O'Reilly, c'est un lutteur indie. Il a été indie dans les indies toute sa vie. Dans les indies, tu racontes des histoires le jour même, devant un public, au travers souvent du match qui est raconté. Fait que de créer des histoires en vignette, de créer des histoires un peu en dehors. Un peu plus long terme. Un peu plus long terme, exactement. Je pense que c'est pas l'instinct qui est là. Avant tout, ils l'ont très très bien fait quand il était avec Undisputed Era à NXT, mais il était avec Adam Cole qui est un génie du storytelling à long terme. Donc, c'est pas Kyle qui avait toutes les décisions à prendre. Par contre, moi je le trouve toujours très 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 constant. Puis, encore une fois, ça m'a hypé pour l'histoire parce qu'à la fin du match, puis je pense que on est rendu à ce point-là dans notre analyse, les lumières dim un peu, mais on garde la tension sur le ring. Et t'as un Malakai Black qui est en plein milieu du ring et qui comprend comme pas ce qui se passe. En fait, il me semble il y a-tu une vidéo qui part avec monsieur non, ou c'est juste Black? C'est juste c'est après. C'est après. Fait que là, on est comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Tous ses pouvoirs à lui, mais là, il comprend pas. Fait que là, il sait, c'est pas mes pouvoirs à moi. Moi, je décide quand toutes les lumières ferment, j'ai un contrôle là-dessus. Puis moi, quand il ferme au complet, pas juste un peu, puis on me voit dans le ring, comme, moi, je suis meilleur que ça. Et comment décrire ce qu'on voit à la télé sans être trop... quelqu'un... Ben, c'est ça. C'est du sang qui coule dessus. J'allais pour te donner une autre image, mais je le ferai pas parce que c'est dégueulasse. Un peu à la... si vous avez écouté à l'époque, la DX avec la genre de glu peinture verte là, qui était tombée... C'est la même chose, mais là, vraiment une texture de sang un peu... un peu gouillis, bouette... Ouais, un peu bouette, là. Tu sais, pas juste du rouge, là. Du genre du rouge, mais avec de la texture dans le rouge. Un peu de texture. Un peu dégueu. En fait, et boum, direct dessus, en plus. Il était bien placé. C'est calqué sur l'angle de Sting contre Vampiro à la WCW, qui était un First Blood match qui allait être annoncé là, après. Et je pense que c'est Vampiro qui se fait là, envahir, ou Sting qui se fait envahir de sang comme ça sur le ring. Donc c'est calqué, ça a été cherché cette idée-là de la WCW dans le temps. Et ça a complètement désarçonné. Ben oui, on a rarement vu un Black aussi vulnérable, on pourrait dire. Qui semblait, tu sais, il patauge vraiment dans la mort de sang, essaie de se relever. Tu sais, pas trop comédie, là, quand même, rester de manière... il est pas en mode je tombe puis je retombe puis je retombe. C'est ça, là. Il reste quand même legit, mais c'est pas un sell à la c'est quoi, c'est-tu Shane McMahon? Non, c'est Vince McMahon avec la bière là, qui essaye de nager. C'est pas ce genre de sell là. Non, c'est plus réel, mais quand même, ça montrait bien. Et là, t'as jamais un Adam Copeland qui arrive et là, qui reprend un genre de look qu'il avait quand il était dans son clan de vampires. J'étais comme, oh, il a ramené ses pouvoirs, des petites dents, tout ça. Pointu. Ouais, là, mais
Fait que là, en tout cas, je pense que ça va être... les deux, ils vont mettre leur pouvoir. Ça va être pouvoir contre pouvoir. Nous, on l'a pas encore vu, vous l'avez vu. Est-ce qu'il y a eu des séquences avec des forces surnaturelles dans ce match-là? On sait pas. Mais c'est ce qu'on nous vend dans la construction de ce match-là. Les deux, ils ont des pouvoirs. Et on sait pas ce qu'ils peuvent faire ils vont être dans une cage avec des barbelés. Là, comme il y a quelqu'un qui va juste transformer les barbelés en serpents. L'apocalypse va arriver. C'est ça qui va se passer. Mais encore une fois, c'est mon titre de la semaine pour Dynamite. Ça m'a hypé pour le pay-per-view. Ça a marché, ils ont réussi. Je sais pas, l'équipe technique devait être en tabarnak de ramasser ça, mais ça reste que ça a fonctionné. Pour moi, ça a fonctionné. Je sais pas, laissez-nous savoir dans les commentaires si pour vous, cet angle-là vous a réjoui ou vous a dégoûté, mais moi ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ouais. Et je vais terminer ça, moi, avec un truc qui a peut-être moins fonctionné pour moi. Tu me diras comment toi t'en penses. J'ai pour ta note, j'avais pas vu, excuse-moi. Ouais. Ah, Puis il y a comme eu un match à la fin là, entre le clan de Jeff Jarrett et le clan de les teams AEW là, avec du beatdown puis c'était genre les EVP qui avaient engagé le clan de Jeff Jarrett pour faire mal à Bryan Danielson, pour faire mal, on voulait pas qu'ils se rendent là, au match du pay-per-view. En fait, c'était pas le match en équipe, c'était le match Danielson contre Singh. Le géant. Le géant, exactement. Le match en équipe est venu avec les jeunes, mais t'es rendu là, c'est tout pareil. Mais c'est pas le match en équipe, c'est surtout le beatdown clair. Le beatdown à la fin, exactement. C'est ça. Le but, c'était pas de faire un bon match de lutte, c'était de blesser Bryan. Et ça l'avait été amené de cette manière-là. À noter que Danielson a quand même réussi à bien faire paraître un gars qui a lutté 4 fois dans sa vie puis qui est pas très mobile. Là. Faut le faire pareil, on va y donner. Mais oui, je suis d'accord. Et à la fin, c'est ça. Tout le EVP arrive, on détruit Bryan. Et là, qui vient faire le sauvetage? Il arrive comment pis avec qui en plus? Ouais, Darby Allin il arrive avec un flamethrower. Et là, moi, ça, là, je comprends, là, qui est faible, là. Mais moi, il y a une partie de moi, quand je vois quelqu'un qui arrive avec un flamethrower pour défendre ses amis, que je suis genre, on n'est pas dans GTA, là. On n'est pas genre, il va, tu sais, genre, moi, on dirait, ma version que je ferais, on dirait, je ridiculiserais un peu ça, puis genre, tu sais, j'amènerais les Young Bucks devant, fait, ah ouais. Shoot-moi avec ton flamethrower. C'est tellement trop gros que je suis genre. Tu peux pas amener ça comme une arme là, tu sais, dans la lutte, là, parce que ça arrivera jamais que tu vas comme tirer du flamethrower. Fait que ça, j'étais genre, ça va Tony Khan ou ça va? Je sais pas qui a pris cette décision-là, mais de faire un sauvetage à coup de flamethrower. Mais ça doit être Tony Khan parce que c'est lui qui était c'est lui qui conduisait le truck qui a apporté Darby Allin, il y a un fist bump de données. Fait que mon dieu, je suis d'accord, j'ai trouvé ça too much. Je suis d'accord. Et ce que j'aime pas non plus de tout ce truc-là, c'est qu'il y a vraiment un gros beatdown de Bryan et il y a comme il vend pas vraiment. Fait que je trouve que ça vient un peu. Tu sais, moi j'aurais fini le show sur Bryan mort puis triomphant. J'aurais tout enlevé la portion, le sauvetage. Tu sais, je trouvais que ça finissait mieux de faire que les EVP finissent le Dynamite en top plutôt que de ramener un sauvetage, ramener Tony. Tu sais, j'étais comme. On dirait que ça a tout défait ce qu'il venait de construire. Je suis quand même d'accord. L'image de la fin, c'était weird d'avoir un flamethrower tiré dans les airs. Ça a peut-être fait des belles photos, mais au niveau logique de lutte, on s'entend là. C'est dangereux là. Ben, tu sais, j'accepte que, mettons, Malakai Black ait des pouvoirs, puis ferme les lumières, puis apparaisse, puis que Edge, il drop du sang sur quelqu'un. Fine, mais tu m'aideras pas à me faire convaincre qu'on va pouvoir avoir un spot d'un shot de flamethrower sur quelqu'un. Ça, un peu moins. Je comprends pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Vous me direz si vous êtes d'accord. Ouais. Mais moi, c'était le bout où j'étais un peu ça m'a sorti. Ça m'a amené dans ma tête. J'ai fait, c'est bizarre ce qui se passe. On me sentait dans GTA, là. Ouais, ah oui, 100%. 100%, il manquait juste quelqu'un voler un char. Exact, c'est ça. Fait que ça, il se complète. Un bon go-home show pour Dynamite, Ben oui, pour vrai, un bon go-home. Avec une fin un peu absurde spéciale, mais bon. Et on s'enligne vers le SmackDown du 24 mai 2024. Un espèce de... Là, évidemment, là, c'est le SmackDown dans le pays qui ne donne pas beaucoup de droits aux femmes. Fait que on n'était pas habitué à faire des shows là en général. Et règle générale, tout le long du
SmackDown, Mhm. le son en coulisses était Ouais. dégueulasse. 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 C'était des plafonds hyper hauts. T'entendais de l'écho. C'était mal capté. 3/4 du temps, les gens parlaient pas d'un micro. Mhm. Tu sais, je sais pas si c'était comme pas l'équipe technique habituelle qui faisait le son. Peut-être c'est ça, tu sais, qu'on n'a pas déplacé les techniciens normaux, pour on n'a pas des techniciens locaux sur place. Ou ils n'ont pas Mais l'équipement vraiment, requis pour être capable de bien faire leur travail. mais clairement, là, ça nuit fortement au spectacle. Ça faisait un peu ticoun, là. Oui, je suis d'accord. Ça faisait très AEW. Oh, mais ça faisait très... on n'est pas le truc avec le plus de budget au monde. Même si le stage était impressionnant, le look était impressionnant, le backstage était genre, man, on dirait un show indie mal... On comprend à moitié les affaires puis les promos. Puis t'es à WWE. Puis tu sais, ils en ont quand même fait quelques-uns promos backstage là, dans l'écriture. Ils sont pas adaptés à faire tu sais, mettons, après la première, faire comme moi, on va peut-être changer le plan parce que on n'est pas capable de le faire, là, clairement. Ils ont continué, puis ils ont tout fait, puis c'était mauvais. Ouais. Le seul qui a bien été, c'était quand on était dans un bureau, puis là, clairement, c'était mieux. Ouais, avec AJ, puis... AJ, puis Nick Aldis. Ouais. Toutes les autres qu'on était comme dans le backstage, qu'on fait souvent à WWE, mais là, ça fonctionnait pas, ces promos-là. Fait que ça, mais surtout Belair, c'est Baron Saxton qui vient interviewer Belair, puis on entend super bien parce qu'il y a un micro-bâton dans ses mains. Et là, t'as Candice LeRae qui vient intervenir. Là, Baron s'en va, puis c'est là que le son complètement chie, on n'entend plus rien, on comprend plus rien. Fait que, très, 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 très bizarre. Tout ça, même chose avec Paul Heyman, là, tu sais, c'est bizarre. Les solos, tout ça, puis Tama Tonga qui vient faire... Ah, si, j'ai ri fort. Tama Tonga qui vient faire un saut à Paul Heyman. Ah, Paul Heyman, il est bon. Ah, il joue bien. Ouais. Mon Dieu, que je viens. Mais avant tout ça, le premier match qu'on a eu sur la carte, c'est Belair contre Nia Jax, qui était la demi-finale, pour savoir qui allait être en finale pour Queen of the Ring. Et c'est pas un match que moi j'ai souligné nécessairement. J'ai pas trippé tant que ça. Okay. Moi, je l'ai aimé. J'ai surtout aimé la construction de Nia Jax dans ce truc-là. Parce qu'on la construction du personnage de... Exact, parce que Belair est forte, là, tu sais, présentement. Là, oui, mais elle est blessée au genou. Exactement, mais tu sais, elle est quand même forte. Elle se sert à. Elle serait capable, dans notre imaginaire, quand même de gagner malgré une blessure. Oui, mais tu à la fin du match, on l'a vu. Là, malgré son jeu, elle a réussi à lever Nia Jax pour lui faire un potentiel KOD, puis elle aurait réussi à le faire. Là. Exact. Et ça, c'est justement tout comment j'ai aimé la structure du match, qu'on vend la blessure de cette manière-là, mais qu'on montre quand même Belair forte malgré la blessure. Et Jax qui réussit à faire beaucoup de moves aussi, là, impressionnant. Oui, un swanton qui sort pas souvent. Ce que moi j'aime moins, c'est que c'était à prévoir. C'était à prévoir. Avec la victoire, oui. Que Belair allait flancher, que ce soit en demi-finale ou en finale, par cette blessure-là qu'on voit qu'il est fait. Parce que sinon, si c'était vraiment si grave que ça, elle ne lutterait pas, elle aurait été arrêtée. Ouais. Fait que c'était un peu prévisible. C'est ce que moi j'ai moins aimé, c'est que c'était évident pour moi d'entrée de jeu que Jax allait gagner, même si oui, on réussit à vendre une Belair quand même très très forte dans ce match-là. Puis, mais je trouvais que c'est aussi ça hypait bien Nia Jax qui éventuellement le remporte, mais le fait d'avoir passé à travers Jade et Belair. Ouais, c'est vrai. OK. Dans l'écriture, ça va revenir, là, ça. Là. C'est un truc qu'elle va. C'est un exploit en soi qu'elle va ramener et qu'on va pas oublier la manière dans laquelle c'est fait. Un peu comme Miz qui rappelle qu'il a gagné WrestleMania contre John Cena. On se souvient plus, il en parle pas de la manière que ça s'est fait. Il y a cette aura-là, il y a plus ce glow-là. Là. Mais il y a quand même la stats qui l'a fait. Absolument. Fait que l'après-midi, ça va être quand même. Ça va servir à bien construire le personnage de Nia Jax. Je comprends ça. Et on a même commencé à le faire après le match parce qu'il y a une belle promo que j'ai aimée de Nia qui avec Lyra qui. Le terme buzz, moi là, pas sûr. mais c'est ça, le côté genre, j'ai battu Bianca Belair. Puis là, tu sais, ça hypait Bianca, ça hypait Nia qui a eu cette victoire-là, ça hypait leur match pour le lendemain. Moi, tout ça, je trouvais que ça a été bien écrit, bien construit. Ok. Pour élever tout le monde. Je trouvais que personne n'a sorti faible de ça. Ça, c'est le défi quand tu mets plein de gros noms un contre l'autre, puis il y a tout le temps quelqu'un qui doit perdre. Personne n'a perdu malgré la défaite.
Ensuite, on a eu un match en haute voltige quand même, entre LA Knight, Street Profit contre A-Town Down ainsi que Carmelo Hayes. Le match en général comme tel, moi, c'est pas... La promo avant, c'était pourri, là, mais le match était bon. Oui, exactement. Puis c'est vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'athlétisme, la fluidité de Angelo Dawkins, le progrès qu'il a fait depuis les dernières années. Il a sorti, un nouveau moveset pratiquement au complet dans ce match-là. Il était agile. Agile, presque aussi agile que Montez Ford. Léger sur ses jambes. Il a l'impression qu'il a perdu un peu de poids aussi. Oui, il est moins un peu plus lean, vraiment. Puis moi, j'avais peur que ça fasse un peu comme Otis et Tucker, que Otis parte de son côté, puis Tucker, on le voit plus jamais. Pour les gens qui se souviennent de Tucker, les autres, c'est bien correct que vous en souvenez pas. Mais je pense qu'Angelo Dawkins a senti un peu ce qui allait se passer dans quelques années et qui s'est dit non, ça n'arrivera pas pour moi. Je vais m'organiser pour que je devienne indispensable. Et Colin, je pense que ça fonctionne parce que ce gars-là en simple, oui. Tout ça. En tout cas, avec ce qu'il nous a montré de ce match-là, c'est la première fois que j'y crois. Oui. À Dawkins solo. Là. J'ai trouvé son in-ring comme un bon step au-dessus de ce qu'il faisait avant. Champion du monde, non, mais un bon mid-card. Parfait, oui, absolument. Non, mais c'est que là, maintenant, il peut se défendre dans le ring. Avant, j'étais comme, comment il va faire quand il aura plus son chum avec lui. Ça, puis lui, avant, il prenait le hot tag, il faisait 3 quarts de linge, puis c'est Montez qui finissait la job, là, on s'entend. Là. C'est ça. Fait que, non, je suis bien content. Il y a eu beaucoup de temps de glace et j'ai adoré ça. Toujours un gros frog splash de la part de Montez qui est incroyable. L'élévation, le plan de caméra qui est un peu botché, là, mais quand même un beau plan de caméra du top pour le frog splash de Montez. Ouais. Il a tiré une petite affaire, le genou un peu dans le bas du corps. Dans le bas du corps, fait que le landing pas top pour ne pas blesser son compatriote. Je pense même il s'est comme fait mal un peu au genou en le faisant. Ouais, bien vendu quand même de Grayson là, qui s'est surpris dans le ventre. Mais dans les airs, tabarouette, c'est impressionnant à chaque fois, ce mouvement-là. Incroyable. Fait que je vous invite à aller voir LA Knight, Street Profits contre A-Town Down et Carmelo Hayes. Skipper tout le bout avant, ça vaut pas la peine, le genre de turn de Carmelo Hayes, comme on parlait plus tôt. Un peu poète. Et finalement, tout petite promo qu'on a eu backstage entre AJ Styles et Nick Aldis et un AJ Styles qui demande un nouveau match contre Cody Rhodes, qui supplie pratiquement Nick Aldis. Moi je m'attendais pas à ça que son personnage se rende jusque-là. Ouais, puis là Nick fait tu viens de perdre, là, tu sais, faut que tu retournes en arrière de la chaise, puis là, AJ dit la phrase que mais tu le sais, il me reste plus grand temps. J'ai besoin rapidement d'un nouveau match. Et là, est-ce que, tu sais, comment Triple H, comment Paul Lévesque construit, on a l'impression d'une petite graine de sommet ici. Est-ce qu'on s'enligne vers une prochaine année où c'est le dernier run d'AJ Styles, qu'on va mettre de l'avant ce côté-là de AJ veut gagner une dernière ceinture avant de la retraite. Il sort des gros matchs, là, effectivement. Je pense qu'il est en train de tester son corps, là, voir comment il réagit, être capable de passer une dernière année là, à fond la caisse. Là. Ouais, en tout cas, je sais pas si ça serait sa vraie dernière année, mais qu'on amène un angle comme ça pour peut-être y amener. Exact, ou peut-être y amener également un dernier run avec une ceinture. Moi, j'aime ça. AJ, il est quand même avancé. Il mériterait d'avoir un run à la Kurt Angle, à la Ric Flair qui a fait un peu ça. Est-ce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure ouverture de la part de la WWE, est-ce qu'un AJ Styles pourrait demander à M. Paul de faire comme j'aimerais ça une dernière run, au moins une ceinture, un petit règne de 3, 4, 5, 6 mois, peu importe, où je parais bien. Je perds ma belt, je prends ma retraite et mon contrat se finit, j'irai faire une dernière run au Japon. Puis après ça, je vais peut-être revenir comme temps partiel. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui serait accepté et acceptable du côté de la WWE, je l'espère. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir, un AJ Styles qui revient 6 mois, 1 an à la New Japan pour faire une dernière run, puis aller boucler l'histoire là pour sa carrière. Ça, j'aimerais bien. Puis que pendant qu'il est encore en forme, pendant qu'il est encore capable de le faire, j'aimerais bien cela.
son style peut pas faire ça jusqu'à 55 ans. Non. C'est pour ça qu'on est vraiment vers la fin. Moi, je suis encore hyper surpris à chaque fois que je le vois sortir des matchs incroyables de high flying. Ouais. Cet homme-là a l'air de pas avoir de date de péremption, mais elle va arriver éventuellement. Et c'est ça, je pense qu'on commence à installer ça. Mais je suis content qu'on l'amène dans l'histoire, que ce soit pas juste le côté backstage, puis on s'attend à ce qu'éventuellement ça arrive. Si on fait une histoire avec ça, moi j'aime ça qu'on le fasse, et je trouve qu'il mériterait, AJ, d'avoir une run forte pour vraiment terminer. 100%, une légende, on pourrait le mettre dans le top 10 des meilleurs lutteurs au monde. Moi, ça a été un de mes lutteurs préférés. Tu sais, moi, j'ai des eras. Ouais, c'est ça. Mais moi, mon air... TNA? Mon air TNA, c'était mon lutteur préféré des années 2000, début 2000, moi. Cheveux courts, le gentil AJ Styles, là. Ouais, le gentil AJ Styles, mais surtout le très high flyer AJ Styles. Fait que pendant une longue période, moi, c'était mon lutteur préféré avant que Bryan Danielson arrive dans ma vie. Donc, tu sais, moi, je passais de Dean Malenko à AJ Styles à Bryan Danielson. C'était ça mes airs de lutteur préféré. Quand même. Souvent, je les garde longtemps. Là, t'es rendu à Will Ospreay. Fait que c'est une belle progression quand même. Exact. Vous voyez mon style. Vous voyez mon style aussi. Absolument. Fait que, ouais, je suis très content de faire ça, puis je trouve qu'il le mériterait. Et c'est ce qui conclut ce SmackDown-là du 24 mai, qui était bon dans un pays qu'on aime moins, mais gars, c'est la vie. Fallait qu'on le fasse. Ça va être la même chose. Commentaire. Ouais, c'est ça. Oui, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez aimé, moins aimé du SmackDown. Et on va pas faire un épisode complet sur King and Queen of the Ring. On s'étalera pas non plus pour les raisons pourquoi on le fait pas. Je pense que vous êtes tous très au courant pourquoi on veut pas mettre de l'emphase. Par contre, il y a certaines storylines qu'on n'a pas le choix de souligner pour la suite et pour ce qui s'en vient. On va faire ça très brièvement, juste pour mettre tout le monde à jour et savoir un peu pour les gens qui écoutent peut-être plus les sommeliers que la lutte en général, juste pour que tout le monde soit au même niveau et qu'on se retrouve pas dans une semaine à faire comme « Mais pourquoi telle personne est rendue champion? » Puis on ne savait pas, mais parce que ça s'est passé à King and Queen of the Ring. Les deux qui ont été nommés, qui ont été mis avec... La couronne. Ben, en fait, un des deux a pas voulu la mettre. Hein? Un des deux, il a fait mettre une petite couronne sur ma tête, Gunther. Non, il veut pas défaire. Il la tenait comme un bibelot. Là. Il veut pas défaire sa belle chevelure d'Autrichien. Roi général, peu importe, le général roi. Là, fait que c'est Gunther qui a gagné contre un Randy Orton qui lui venait de battre Tamatanga. Voilà, fait que c'est Gunther. Et du côté des femmes, c'est Nia Jax, qu'on a parlé un peu plus tôt, qui est vendue très très forte et qui, elle aussi, a calé sa shot pour la ceinture. Ben en fait, c'est Triple H qui a dit ça la veille. Il a fait, les deux gagnants vont avoir une shot à ceinture dans une période indéterminée. Fait qu'on va voir ça va être quand. Les deux ont déjà comme pointé vers qui, ou un peu souligné vers qui voulait aller sans nécessairement être complètement transparent. Fait que Gunther et King Gunther et Queen Nia Jax pour les King and Queen. McIntyre et Priest, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Là? Ben, on a juste une petite annonce de Triple H qui a fait le prochain pay-per-view, il est à Scotland. C'est là que McIntyre il vient. Ben, main event, McIntyre contre Daniel Priest, c'est confirmé. Voilà. Fait que, on va avoir un main event à saveur locale. La dernière fois qu'on était là. Et la foule était pas contente hein, que c'est vrai, McIntyre a perdu contre Roman Reigns, ça. Oui. Fait que là, j'ai hâte de voir. Moi, en tout cas, à date, je trouve que ça sent le switch parce qu'il fera pas la main. Priest un peu plus fade comme champion qu'il l'était comme personne qui courait après la ceinture. Fait que moi, ça m'étonnerait pas, là. Exact. Puis, tu sais, si on a une analyse globale, mais tu sais, on a eu deux pay-per-view back-à-back à Montréal avec un où on est très déçu de finir avec un Sami Zayn qui n'a pas la ceinture et l'autre où on est très content parce que Sami Zayn revient champion et il paraît fort à travers ça. D'après moi, on fera pas deux fois la même histoire avec un McIntyre qui perd. Et je sais que les critiques étaient quand même très virulentes lorsque... En même temps, c'était impossible qu'il gagne contre un Roman Reigns. Mais là, beaucoup plus possible contre un Damien Priest. Je crois que oui. Moi. Et ça installerait bien ensuite la poursuite vers SummerSlam avec un CM Punk. Ouais. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça, on va voir. Mais on a annoncé tout de même
le main event déjà, ou en tout cas, un des main events. Qui va, ouais, c'est ça. Ou ça va être comme AEW qui va annoncer un triple main event. Ça marche. Max, je trouve ça mauvais, là. Excusez, peu importe. Ensuite, on a eu le match Zayn, Gable et Bronson Reed, qui s'est terminé avec la victoire de Zayn. Mais à travers du match, juste pour rappeler l'histoire, on a Otis qui a frappé par accident Gable. Fait qu'on vous le dit là, parce que ça fait avancer l'histoire. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu vraiment par accident? T'es-tu sûr? On sait pas. Des guillemets. On sait pas. Accident, peut-être pas. On sait pas. Mais Zayn qui reste, qui garde la ceinture, très content. Très content parce que on doutait peut-être que Gable allait peut-être gagner cette ceinture. Peut-être, on sait pas, mais c'est pas arrivé. Fait que là, voilà. on a surtout cependant une nouvelle championne en Liv Morgan qui a défait Becky Lynch. Comme je l'avais callé. Comme Pierre-Paul également l'avait callé dans les commentaires. On était deux à le caller. Pierre-Paul, cependant, t'as pas eu le fait que Becky allait faire un heel turn à ce moment-là. Ouais. Mais quand même bien. Cependant, au niveau de l'histoire, ce qu'on nous a raconté, ça aussi, on l'avait collé il y a quelques semaines, mais on voyait souvent Liv avec Monsieur Dominique Mysterio. Sauf que là, il l'a aidé à remporter, mais de la manière qu'on a vendu le tout, il était comme pas content. Pas certain, il a fait comme par il savait pas trop. Exact. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est là? On va sûrement nous l'expliquer dans la prochaine semaine. Ouais. Mais est-ce qu'il était forcé? Est-ce que Liv a des choses compromettantes? Ça, du blackmail contre le Judgment Day ou juste contre Dom? Ouais, ou contre peut-être Rhea, puis Liv veut protéger Rhea. Fait que moi, ce qu'on fait avec tout ça, genre de voir, on s'enligne vers quoi? Et c'est là qu'on disait en début d'épisode, on aura peut-être un nouveau match lors du retour de Rhea, qui tournera peut-être pas juste autour de la saison, va peut-être tourner autour de Dominique Mysterio, qui va remporter Dominique Mysterio entre Liv et Rhea. Moi, j'aimerais beaucoup avoir ce match-là. Ça serait très bon. Oui. C'est un bon rappel aussi du passé. Et sinon, le spot, selon moi, de tout ça, vous pouvez aller juste regarder ce spot-là. C'est le spot, encore une fois, de Logan Paul qui fait un frog splash à l'extérieur sur une table des commentateurs en partant du top de la 3e sur le ring. Et là, t'avais un drone qui filmait en 360 tout le long. Wow. Super bien filmé. Allez juste voir ça. C'est une séquence de 15 à 30 secondes. C'est un petit short que la WWE a mis. Mais ça look, encore une fois, Logan Paul. Il est efficace dans ce genre de spot-là. Mais pour ce match-là, c'est Cody qui a gardé la ceinture. Le reste de l'histoire n'avance pas vraiment. Mais un beau spot. Et ça fait le tour de notre résumé de King, Queen of the Ring dans un pays que l'on n'aime pas. Donc, vous pouvez leur dire dans les commentaires pourquoi vous les aimez pas. Salut, c'est le Pierre du futur, du présent ou du passé, parce que je connais pas ça, le temps. C'est pour vous avertir ou vous expliquer en fait qu'au moment où vous écoutez l'audio ou la vidéo, Maxime était supposé nous faire une belle analyse des codes de QR qui allait durer 20 minutes, 25 minutes maximum. Finalement, ça va être une belle vidéo d'1h10. Donc, la vidéo ne sera pas incorporée, ou l'audio, si vous nous écoutez à l'audio, ne sera pas incorporé dans l'épisode 51. On a isolé le tout, on a mis ça sur YouTube. Si vous nous écoutez à l'audio, je vous invite à aller nous voir sur YouTube pour voir la belle vidéo, parce que, bien évidemment, c'est avec les codes QR. Il y a des supports visuels impeccables. Et si jamais vous êtes déjà sur YouTube, la vidéo, si elle n'est pas déjà sortie, devrait sortir dans quelques instants. Donc, je vous invite à aller voir ça, parce que oui, ça ne fera pas partie de l'épisode. Là, des épisodes de 4 heures à m'amener, on va en revenir. Donc, merci beaucoup merci de votre compréhension. Et bonne suivi d'écoute de podcast. J'aurais dû arrêter avant. Et on est de retour dans notre setup habituel. Fait que on poursuit le reste de la semaine avec un collision qui était hier, 25 mai 2024. Ça marquait aussi les 5 ans de la All Elite Wrestling, leur premier Double or Nothing. C'est passé le 19 mai 2019. Ouais, cependant, on n'a pas souligné ça avec des bons matchs de lutte, parce qu'il n'y a pas grand chose qui était intéressant dans ce collision-là. C'était très filler, c'était très... c'est ça, c'était très... On sentait qu'il y a un pay-per-view le lendemain. On va pas... on va pas brûler personne, on va pas blesser personne, exactement. Il y a beaucoup de matchs à plusieurs et... Ouais, exactement. Moi, j'ai quand même aimé l'entrée de Moxley pour commencer le show, qui est vraiment un rappel, qui nous permet d'avoir un bon rappel sur les 5 ans de l'All Elite, parce que Moxley a fait son apparition, son entrée
à Double or Nothing 2019. Qui s'est pas battu, là, mais il a brawlé contre Kenny Omega, qui l'a rentré dans une table en vitre et qui l'a même fait un Paradigm Shift, qui est anciennement le Dirty Deeds dans un chip de un poker. Un match difficile à regarder si vous êtes sensible à des gens. On avait eu des commentaires d'ailleurs de la conjointe de Mox qui n'avait pas particulièrement apprécié sur les réseaux sociaux ce match-là. Elle trouvait qu'il faisait beaucoup de risques et ça avait l'air de faire beaucoup mal. Dans surtout la shot d'un barbelé, mais c'est pas juste 2-3 barbelés. Là. Non, c'était beaucoup de barbelés dans une cage. Là. C'était beaucoup. Elle faisait mal, celle-là. Mais tout de même, j'avais une bonne entrée. J'ai commencé avec Mox quand même tout le temps. Oui, puis c'est ça. Après, c'est Don Carly qui arrive, une belle petite promo. C'était le fun, c'était sympathique. C'est ça. Mais là, évidemment que je te viens de péter à gueule. Encore une fois, ça hype. Ça m'a quand même un peu hypé pour le pay-per-view qui s'en vient, que nous, on n'a pas encore vu, que vous avez vu. Mais Collision, écoute, moi, j'ai rien noté autre que ça. Même le main event, je l'ai écouté en x2 parce que rien ne m'interpellait vraiment. Mais moi, j'ai aimé la fin quand même. Parce que je trouve FTR, Bryan Danielson sont quand même bons dans le ring. Puis là, oui, absolument. On a fait là, c'était le clan de Jeff Jarrett, tout ça. Tu sais, Jay Lethal, le double Lethal Injection, j'aime bien ça, ce mouvement-là. C'est très beau. Je trouve que ça rentre. Singh également, qui a sorti une nouvelle manière de faire un chokeslam parce qu'il est super grand. Fait qu'il se met à genoux pour faire un chokeslam, puis il rame le chokeslam plusieurs fois avec un Dax. C'est le genre de mouvement que je trouve qui fonctionne bien avec le personnage. Fait que je l'ai noté pour la fois que je voyais cette version-là du chokeslam que je trouvais qui était intéressante. Et la fin qui s'enchaîne super bien. Bryan Danielson, tout le monde un peu s'attaque à Singh. On part pour ensuite isoler Jarrett. Puis là, let's go, on y fait nos finishers. Et ça se termine comme ça. Fait qu'un... allez voir peut-être juste la fin. Le dernier 5 minutes. Ce match-là. Ça rentre mieux, mais c'est ça. Comme dire, un collision un peu décevant. Mais bon, c'est ça. Il y a un pay-per-view le lendemain. On n'a pas encore vu, nous, mais que vous avez vu. Fait que c'est ce qui termine cette dégustation de la semaine, cet épisode de retour sur la semaine du 20 au 25 mai 2024. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit. Dites-nous dans les commentaires, ça va être un plaisir. On a-tu manqué quelque chose? On est-tu dans le champ? Peut-être, ça se peut qu'on est dans le champ. Ça se peut. Mettez un like, là c'est le moment. On met un like, on met des 5 étoiles. On met tout pour nous aider à ce que l'algorithme nous aime. Gros merci de faire tout ça. Si jamais vous écoutez à l'audio, vous pouvez aller sur nos pages Facebook ou Instagram. Vous faites des commentaires là aussi. Ça c'est plus pour jaser parce que on veut pas tant percer Facebook et Instagram, on veut plus se jaser si jamais vous écoutez sur cette plateforme-là. Absolument. Venez nous jaser à cet endroit-là. Sinon, prochain épisode 52, on va faire un retour review et highlight de Double or Nothing qu'on n'a pas encore vu à l'époque. Fait qu'on va enregistrer un peu plus tard au milieu de la semaine. Et ça sera diffusé le 30 mai 2024. Donc, mettez ça, on va t'aller là. On va faire un petit retour. On espère qu'on en aura eu un bon, vous le savez déjà. Et c'est ce qui conclut cet épisode. C'était Max Perriard ainsi que Pierre Castonguay, les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde.